Je te le dis en off. Journaliste de rue, c'est-à-dire que tous mes formats, c'est moi qui suis dans la rue, on va dire, et qui donne la parole à des gens qui souffrent. Et en fait, le but, c'est d'être partout tout le temps pour reporter en fait l'information. Tu penses quoi du monde médiatique en ce moment, en 2024 en France ? En fait, moi, si je suis devenu journaliste sans avoir la formation, ou limite j'ai l'impression de faire mieux le travail que d'autres qui sont là depuis longtemps, c'est parce qu'il y a un vrai problème. Sauf que moi, je venais de tout quitter. Parce que j'ai vraiment eu le déclic du jour au lendemain. J'ai été pris par l'envie de changer le monde, d'informer, de sensibiliser, de toucher les gens. Donc forcément, tu pointes du doigt un problème. Donc t'es pas neutre. Est-ce qu'un journaliste de base peut être neutre ? Qu'est-ce que t'en penses ? Non. Enfin, oui, mais du coup, c'est pas du journalisme. Il y a un élément de pouvoir, d'influence. Être journaliste et avoir un média, c'est une façon de changer les choses. Donc faut pas rigoler avec ça, quoi. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en guerre. CNN is fake news. Don't talk to me. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier ? Moi, c'est Mélanie, alias Mélanie Nouveau Média sur Instagram. Réalisatrice de reportages pendant 7 ans pour la télé, aujourd'hui je suis experte en nouveaux médias et je t'emmène dans les coulisses de l'audiovisuel, qu'il soit tradit ou digital. Fake news, mensonges, jeux d'influence et de pouvoir. Mon objectif, c'est de t'aider à mieux t'informer en levant le silence sur ce qui se passe derrière la caméra, les micros, dans les rédacs, dans les bureaux des prods. Et surtout, on décrypte tout ça avec les insiders, ceux qui font les médias. Dans ce deuxième épisode, je reçois José Rexach, journaliste engagé chez Blast et fondateur du média Umeco. José se définit comme journaliste de rue, une nouvelle forme de journalisme digital qui a émergé avec le mouvement des Gilets jaunes. Il n'aurait jamais dû être journaliste, mais à 27 ans, il a eu un déclic. Salut José, je suis très contente de te recevoir sur le podcast, je te le dis en off, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, moi aussi, je suis content. Tu es journaliste pour le média Blast et tu as ton média aussi Umeco, c'est ça ? Oui, j'ai fondé un média fin 2019. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent ? Carrément. Donc là, je regarde la cam. Vas-y. Non, du coup, moi, je m'appelle José. Je suis journaliste donc à Blast, comme tu m'as dit, et j'ai fondé un média qui s'appelle Umeco. J'ai fondé un média parce que je suis arrivé à 27 ans sans être sensible. Je préfère te regarder, toi. Vas-y. Et donc, j'ai fondé ce média parce que je suis arrivé à mes 27 ans sans avoir aucune sensibilité sur les enjeux écologiques ou même humains, en fait. Je comprenais pas pourquoi il y avait des enfants de 7 ans qui dormaient à la rue. Enfin, j'étais pas du tout renseigné sur ces sujets. Et en fait, c'est d'être... de tout avoir, de moi tout ce que je voulais avoir, de penser, je pensais que j'étais heureux, mais en fait en parallèle de voir qu'il y avait des gens qui souffraient, et ça à un moment donné je ne pouvais plus genre vivre ma vie en ne pas voyant ces personnes, quoi. Enfin, je sais pas trop comment on peut le dire, mais c'est vrai que beaucoup de L'air fois de rien, quoi. Tu pouvais plus vivre ta vie l'air de rien comme... on met des milliards d'euros dans la publicité, on met des milliards d'euros dans le militaire. Et donc du coup je me disais mais il n'y a pas moyen d'enlever 1 milliard et de le foutre dans l'accueil ou je sais pas, tu vois. Donc là j'ai remis en question tout ce qui est médias. Okay. Ça touche très bien ta thématique. Donc pourquoi quand je regarde la télé on n'explique pas bien les choses, pourquoi j'ai pas été juste éduqué, donc aussi par l'éducation française. Mais du coup ça veut dire que t'as pas voulu être journaliste depuis que t'es tout petit? Pas du tout. Moi je faisais de la traduction et d'hôtellerie. D'accord. Je faisais de l'hôtellerie de nuit comme Orelsan. Ok. Et en même temps, je faisais tous mes projets en plus et j'étais traducteur. Ok, donc t'as vraiment une prise de conscience à 27 ans. Un gros déclic. Toi, ton réflexe quand t'as une prise de conscience, c'est de lancer un média. Enfin, c'est quand même original parce que tout le monde n'a pas envie de lancer un média dès qu'il, tu vois, on a envie de s'engager, mais on n'a pas tous envie de lancer un média. Alors, t'arrives à 27 ans, t'as eu tout ce que t'as voulu. Franchement, je me sentais... alors, je suis pas riche, mais je me sentais quand même ultra aisé. Donc en fait tu peux pas te dire j'ai envie de tester d'autres trucs, j'ai envie d'avoir plus, parce qu'en fait j'avais déjà tout ce que j'avais envie d'avoir. Après on parle de choses simples, mais en fait juste j'étais hyper vénère envers comment fonctionnait déjà le gouvernement qui lui faisait rien et le système en lui-même. Quand j'ai eu ce déclic, j'ai voulu faire donc pour répondre à ta question de l'humanitaire. Il y a une école Bioforce à Lyon qui elle t'apprend à tout ce qui est métier logistique ou autre pour venir en aide lors des missions n'importe où dans le monde, tu vois. Donc là c'est avec des ONG, c'est l'humanitaire, etc. Sauf que moi je venais de tout quitter parce que j'ai vraiment eu le déclic du jour au lendemain. Ah, t'as tout planté. J'ai tout planté. Ok. Même mon ex,
Non, mais je te jure. Ah oui, c'est un vrai changement de Ouais, vie radical. alors que ça allait bien aussi avec elle, mais c'est juste en mode là, j'ai besoin de comprendre en fait que le monde dans lequel on m'a éduqué n'était pas du tout le vrai monde. J'étais pas dans ma bulle et tout le monde n'est pas comme moi en fait. Mais apprendre plein de choses qu'on nous a jamais apprises à l'école, ni les parents, parce que mes parents sont pas sensibles. En plus en Espagne, moi je suis espagnol, on est encore moins, je trouve, sensible sur ces thématiques. Ni mes proches potes, parce que bah. En fait, moi, pour t'expliquer, j'ai fait Alicante. Je suis né à Alicante. Après, j'ai fait Madrid. Mais très jeune, à 7 ans, je suis venu en France. Et je suis venu en Saône-et-Loire. La bonne campagne, tu vois. Et les gens sont pas forcément sensibles à ces sujets. Donc du coup, pas l'humanitaire, parce que t'as tout planté. Et ça te convenait pas spécialement, c'est ça ? De continuer à vivre Non, parce que tu me disais, j'ai tout planté quand j'ai eu cette remise en question. Et du coup, au début, je pensais à faire de l'humanitaire. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je fais des jeux. Donc du coup, comme je t'ai dit, j'ai tout arrêté. Je me suis inscrit à l'école Pure Force. Ils ont mis 6 mois à répondre parce que c'était 6 mois de réponse. Sauf que quand t'es sous un truc c'était un peu comme l'éco-anxiété, tu vois. C'est ce truc anxieux, en mode, je ne suis pas en accord avec ce qu'on m'a appris. J'ai envie d'être un genre de militant ou un genre de changer le monde, en fait. Je voulais avoir un sens et un impact dans ma vie. Et en fait, non, je me suis pris comme sujet. Je me suis dit, mon frérot, t'as 27 ans. 27 ans, c'est quand même, tu commences à être vieux, tu vois. T'es pas conscient de ces sujets, c'est pas normal. Qu'est-ce qui va pas? Et là, je me suis posé les questions comme une simple expérience. C'est que, est-ce que les médias parlent bien des sujets? Non. Est-ce que moi, je suis attiré par les médias avec, tu sais, le truc hyper formel, nanana? Pas du tout. Parce que, costard cravate, être au-dessus des autres, enfin, tu vois, ce truc de regard, d'apparence. Et est-ce que j'ai mis quoi ? Est-ce que à l'école on apprend à la base du monde, tu vois, de la vie non, en fait, pas du tout. La seule chose que j'ai appris à l'école, c'est planter des haricots sur un. Non, mais c'est vrai, en SVT, tu vois. Ou alors faut faire un parcours spécifique. Mais il faut déjà savoir qu'on a envie d'apprendre là-dessus, ouais. C'est ça. Alors que c'est la base de tout. Avant d'apprendre limite l'économie, qui est quand même importante dans ce système, il faudrait limite apprendre aussi. La vie, enfin moi je savais pas qu'il y avait des produits avec de l'huile de palme dans les supermarchés. Non mais t'imagines le niveau de le Nutella. Ouais, par exemple. Et je savais pas l'impact du Nutella. Enfin, en fait, on nous apprend pas tout ça parce qu'il y a sûrement une perte d'argent ou parce que ouais, parce que c'est pas dans le programme cadré de mais ce qui est la base, c'est la destruction de la vie, c'est je sais pas, tu vois. Et donc du coup, tu as eu envie de transmettre ce que tu avais un peu compris grâce à ton déclic. Ouais. Et du coup, je me suis dit il faut faire un média assez cool. Au début, c'était une page internet, une page Insta, pardon. Okay. J'avais 80 follow, donc c'était mignon. Faut bien commencer, hein. Oui, carrément. C'est pour ça que et puis là, je suis ultra privilégié comme journaliste. Et comment t'as appris alors à être journaliste ? Parce que, moi, par exemple, j'ai un parcours classique. Classique. J'ai pas fait d'études de journalisme, mais j'ai fait des stages, j'ai beaucoup travaillé dans les rédactions. Et toi, en fait, t'as décidé tout seul de te lancer, c'est ça ? Comment t'as appris ? Ouais, alors justement, c'est bien, c'est dans la continuité de ce que je disais. Quand je me suis posé toutes ces questions, j'ai répondu, puisque j'étais le sujet parfait. Et en fait, je me suis enfermé pendant 6 mois chez moi, tout simplement. J'ai appris tout ce que j'avais envie d'apprendre, sur tout ce qui est impact social, les thématiques sociales ou écologiques, tout. Tu vois, c'était l'huile de palme, c'était un de mes premiers sujets. Après, ça a été la pétrochimie, et ensuite donc pétrole, plastique, tout ce que tu peux savoir. Et une fois que j'étais plus instruit, je me suis dit maintenant, faut en parler. Donc après, je me suis dit comment faire. Donc en 2019, là où on touche le plus de gens, c'est sur les réseaux sociaux. Let's go, comment on fait ? Donc c'est plus des vidéos. Donc du coup, en fait, j'ai tout appris sur YouTube. Bon, déjà, j'ai monté recherche de nom, recherche de nom du média, la charte, donc tout ça, j'ai travaillé pendant les 6 mois. Comment faire du montage vidéo, avec quel logiciel. Donc j'ai commencé par Final Cut Pro. Après, je suis passé à la suite Adobe parce que toutes les boîtes passent à Adobe et que ça tourne énormément de choses. Et en fait, je suis devenu ultra. T'es autodidacte. Ouais, à fond. Trop bien. Mais c'est ce qui là. C'est ce qui là maintenant fait que je suis chez Blast et c'est que je fais aussi tout seul. Ouais. Donc du journalisme au montage à la publication, tu vois. Je pense que maintenant sur les réseaux sociaux on fait un peu tout ça en fait. On doit être capable de faire tout seul, de monter, de toucher une caméra même si on n'est pas pro, de choisir ses sujets, de les écrire. Ouais.
C'est horrible, mais en fait, dans tous les métiers, regarde, tu regardes comédiens, les comédiens qui arrivent le plus, c'est ceux qui arrivent à faire de la com, des vidéos et tout sur Insta, et faire des sketchs, etc. Nous, c'est pareil, en tant que journaliste. Tu connais la précarité journalistique. Oui. Reporter, en plus, terrain, je rencontre Miskin, ça fait 10 ans, ils sont sur le terrain, ils sont en pige encore. Moi, j'arrive en 3 ans et je suis en CDI. C'est fou. Pour ça, tu vois. T'es en CDI chez Black ? Je suis en CDI. Ok, c'est très rare. Hein. Ouais, et j'ai réussi à négocier le nombre de jours que je voulais avoir, parce qu'il y a eu mes cours à côté, ils m'ont jamais fait chier, donc en fait, je suis ultra privilégié. Bon, déjà, j'ai travaillé à fond, parce que j'ai créé mon média et tout. C'est que j'attends pas non plus, alors ça fait un peu macon ce que je dis, mais c'est pas bien. Mais c'est vrai que ça aide dans un monde où il y a une compétitivité très grande. En fait, c'est que j'attends pas d'avoir une pige pour aller sur le terrain. C'est que moi, j'ai été passionné, j'ai été pris par l'envie de changer le monde, d'informer, de sensibiliser, de toucher les gens, limite de les aider aussi à s'engager, parce que avec tout ce qui nous arrive là, même en ce moment, c'est horrible, même en tant que journaliste où j'ai un engagement et un sens dans ma vie, avec tout ce qui arrive de partout, les guerres et tout, enfin, j'ai plus trop de sens, quoi. Et en fait, du coup, j'ai créé ce média où j'ai publié quasiment tous les jours dessus, ou une vidéo par semaine, mais sinon tous les jours je publiais des posts, etc. Donc j'ai informé, je sensibilisé, il y avait un retour, un impact de tous les gens, ils me disaient c'est trop bien, nanana. Puis en plus t'as une façon de rendre l'information qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir. En 2019 il n'y avait pas trop l'habitude. Bon, c'est assez direct envers ton audience, alors que les médias tradis, il y a quand même un filtre, c'est beaucoup plus guindé, il y a beaucoup plus de filtres, on peut pas dire forcément ce qu'on veut. Là, avec le digital, tu parles directement à ton audience, quoi. Bah oui. Et moi, mon but, c'était pas de parler à la petite bulle proche que je sais pas, tu vois, c'est tous ces gens qui regardent la télé. Moi, ça m'attire pas, tu vois. Moi, j'aime trop ce truc de proximité, d'humain, en fait. J'ai envie de ramener de l'humain. Ouais. Et j'aurais jamais ce truc de oui, bonjour, bonjour. Enfin, c'est moi, ça me. Dommage, j'avais un exercice à te faire faire. C'est vrai? Non, je rigole. Fais-le, on va se taper des barres, hein. Mais je vais pas réussir. Mais c'est marrant parce que tu vois, moi j'ai commencé à l'inverse, c'est-à-dire que moi, je crois que j'ai toujours voulu être journaliste depuis que je sais parler. Quand j'étais petite en classe de CP, j'ai créé mon journal, j'étais la rédactrice en chef de mon propre journal. Et moi, c'était les médias tradis, quoi. Je suis allée au Parisien, on m'a laissé rentrer dans les coulisses du Parisien, j'étais là, waouh, j'avais 5 ans, donc je sais pas d'où ça vient. Et je voyais mes parents, tu vois, le dimanche, qui regardaient Zone Interdite Capitale, et j'étais là, waouh, moi je veux faire ça. En fait, j'ai travaillé toutes mes études pour faire ça. Et quand je suis arrivée, j'ai découvert, moi, l'envers du décor. Il m'a fallu presque 7 ans pour me dire, OK, c'est le métier de tes rêves, mais en fait, toi, t'as envie d'être journaliste parce que t'as envie de changer le monde, t'as envie de transmettre. Mais en fait, avec tout ce qui se passe derrière les médias, tu peux pas choisir de quoi tu parles. C'est pas toi qui as le dernier mot. Quand tu vas sur le terrain, tu promets des choses aux gens. Derrière, il y a la chaîne, derrière, il y a les producteurs. Et toi, en fait, après, tu peux pas garantir que ce que tu dis à quelqu'un quand tu fais une interview, tu vas pouvoir le respecter. Et moi, j'avais des super sujets, j'adore, je suis très intéressée par tout ce qui est le droit des femmes, des choses comme ça. Et quand j'allais proposer mes sujets, on me disait non mais attends, ça intéresse pas la ménagère. J'étais mais attends, mais la ménagère, déjà parler d'une ménagère, t'es là quoi, l'audience c'est n'importe quoi. Et en plus tu disais mais en fait en population, les femmes ça représente 1 personne sur 2, donc forcément que ça intéresse les gens. Mais non, parce qu'il y a la logique des pubs, il y a toute cette logique-là. Et moi j'ai tout envoyé bouler aussi il y a 2 ans, tu vois. Mais en faisant le parcours inverse, en étant de l'intérieur et en étant déçue de l'intérieur en fait des médias. Mais au final, tu vois, on se rencontre aussi là-dessus, et c'est pour ça que j'ai lancé mon podcast en me disant la seule façon que j'ai de dire aux gens que en fait on peut faire confiance aux journalistes, mais qu'il faut connaître aussi un peu les coulisses et ce qui se passe, c'est de lancer mon média. Et en fait, on revient un peu tous les deux à se dire pour faire avancer, en tout cas. Je sais pas, pour faire avancer nos causes ou nos combats, il faut se lancer tout seul. Ouais, puis en plus, c'est bien, ton parcours est aussi bien parce que là où moi j'étais sur le terrain, rencontrer des gens, j'ai ce parcours d'évolution d'apprentissage direct, tu vois, c'est vraiment terrain, c'est un CAP non mais tu vois, mais genre seul. T'apprends sur l'état. Ouais, c'est ça. Toi, t'as quand même un avantage aussi. Après moi aussi j'ai des avantages dans mon domaine, tu vois. Parce que reporter terrain, je pense qu'il n'y a pas mieux pour apprendre et rencontrer des gens et de faire des contacts. Mais toi, t'as vraiment tout ce qui va pas dans la structure, tu le comprends. Bon, maintenant, peut-être moi aussi, de plus en plus, mais pas encore, tu vois. Toi, t'es déjà dans un truc où tu vois qu'il y a des failles, il y a un truc qui va pas. Comme tu disais, il y a le dessus, après il y a encore le dessus, etc. Après, là, on peut en venir aux médias qui sont rachetés par des milliardaires et qui veulent pas parler de tout, tu vois. Ouais, c'est ça. Ma question que je voulais te poser, qui m'intéressait, c'est tu penses quoi du monde médiatique en ce moment, en 2024, en France ? En fait, moi, si je suis devenu journaliste sans avoir la formation, ou limite j'ai l'impression de faire mieux le travail que d'autres qui sont là depuis longtemps, c'est parce qu'il y a un vrai problème dans la société des médias, tu vois.
il y a une vraie problématique. Et s'il y a de plus en plus de médias indépendants, c'est aussi parce qu'il y a une autre problématique. Bah, moi, je pense que, bon, après, et moi, j'aime pas être dans le truc politisé de gauche ou de droite ou quoi, tu vois, c'est pas, mais il n'empêche que, il y a des médias comme, je peux dire des noms, je sais pas. Oui, tu peux. Bah, CNews ou BFM qui sont rachetés par l'extrême droite. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois d'être sur le terrain, de rapporter des faits. Avec l'aspect profondeur, par exemple Sainte-Soline, je suis rentré de Sainte-Soline et en fait CNews et BFM ils avaient dit que des conneries, ils n'avaient pas traité le sujet au plus profond de lui-même. Donc en fait dire juste qu'il y a des manifestants qui tapent des flics, c'est 1/10 du sujet. Côté manifestants ils ont pas dit tous les blessés qu'il y avait, enfin tu vois c'était il y avait plein de trucs comme ça. Il y a eu une ambulance qui devait venir en aide aux manifestants. Que la police n'a pas autorisé, ou la préfecture du moins, pas la police mais la préfecture, ça ils en ont jamais parlé. Et en fait il y a plein de trucs ultra importants qui se sont déroulés ici qui ont pas été dit. Donc ils filtrent en fait les infos. Ils filtrent bah, parce qu'il y a de l'intérêt de l'État ou je sais pas, je sais que je comprends pas trop, tu vois. Et en fait on peut pas faire évoluer une société dans le bon sens si on commence à filtrer des trucs selon l'intérêt de quoi, enfin. Ouais, en fait, moi, ce que j'ai remarqué aussi, ce qui m'a fait flipper, c'est pour ça que j'ai eu envie de lancer le podcast, c'est que même ma famille, moi, je suis journaliste, donc je leur ai raconté depuis 10 ans ce que je vivais. Et en fait, parfois, quand ils me citent une chaîne, ils prennent pas le recul de savoir, ok, mais cette chaîne, elle appartient à qui ? Tu crois ou tu crois pas à ce qu'on me dit, mais est-ce qu'au moins t'as le recul de savoir, ok, cette chaîne, elle appartient à un groupe Vivendi qui appartient à Bolloré. Donc, est-ce que tu crois qu'il a de l'intérêt à te faire croire ça ou pas ? Après, tu crois pas, mais juste avoir ce recul de dire, ok, qui est la personne qui me parle, qui est son patron ? Et en fait, ça me fait un peu flipper de me dire, tu vas lire une info, mais tu vas pas avoir, ou écouter une info à la télé, et tu vas pas avoir le recul de dire, ok, mais d'où ça vient, qui est la source, est-ce que j'ai déjà entendu ça d'une autre chaîne ? Je me dis, c'est super important qu'en fait, les gens soient conscients que quand ils écoutent quelque chose, ils ont besoin de savoir de qui ça vient, et quels sont les intérêts à nous faire croire ou à nous dire ça. Et on a plus ce recul-là. Dans les journaux, quand on lit l'Huma ou quand on lit le Figaro, on a plus ce réflexe, tu vas te dire, ok, c'est éditorialisé, ils sont plus proches d'un parti politique. Et en fait, en télé, moi, ce qui me fait flipper, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'ils oublient ça, ils n'ont pas ce recul-là. Ils prennent une info comme un fait, en fait. C'est ça qui est super flippant. Et c'est important qu'ils sachent que nous, en fait, il y a des gros patrons derrière, des personnes qui ont des sensibilités politiques et qui ont des intérêts. Heureusement, il y a l'Arcom qui est là pour un peu réguler tout ça. Mais ça reste compliqué, quoi. Bah, pour moi, l'Arcom, c'est... Désolé, hein, mais t'es de mon côté trop engagé, mais... Là, il y a eu les. En tout cas, ils essaient. Hein ? Ils essaient, en tout cas. Ouais, mais après l'Arcom, c'est le président qui choisit le président de l'Arcom, quoi. Donc compliqué. Donc il suffit qu'on ait même, je sais pas moi, Marine ou Bardella qui arrivent, et ils vont foutre un président de l'Arcom qui va être juste, qui va dégager tous les médias, même pas de gauche, mais genre ce même centre en fait, tu vois. Ouais. Donc enfin je sais pas, mais moi le problème avec l'Arcom c'est qu'ils ont mis je sais pas combien d'amendes à CNews. 52 CNews et ouais. C8 je crois. Ouais, un truc dans le genre, ouais. Et ils sont encore là en fait. Et en fait à un moment donné quand tu sais qu'il y a un enjeu derrière, tu sais qu'en plus c'est fait exprès et qu'ils rapportent de la haine et tout ça, ils ont des propos vraiment qui doivent pas être sur les médias. Et quand tu mets en parallèle le fait que oui, moi j'étais comme ça, je regardais un média et c'était important de me dire, enfin c'est pas important, mais je le voyais comme quelque chose d'important parce que le gouvernement autorisait ça en plein air, j'allais dire n'importe quoi. Il parle des poules. Genre en mode diffusion directe et autres. Et en fait tu regardes la télé, bah oui tout le monde regarde, donc en fait forcément c'est vrai. En fait il y a personne qui te protège de l'info qu'on te donne. Mais tout est faux en fait limite, tu vois. En fait il faut juste. Mais là heureusement la nouvelle génération déteste la télé et commence à se dire que c'est n'importe quoi. Et on commence justement à avoir cette mentalité de dire bah attends mais ça c'est sûrement faux ou pas. On va faire attention. Même si TikTok et tout par moment ils y vont. Il y a des trucs un peu fake. Ouais. C'est un peu compliqué aussi. Ouais je vois et je pense que même j'avais écouté une enquête du Monde qui était vachement intéressante aussi sur Europe 1 qui fait partie du même groupe aussi et c'était pendant les législatives où il y avait une grosse enquête où ils expliquaient en fait de quels sujets ils parlaient qui étaient des sujets qui étaient toujours privilégiés par l'extrême droite, à qui on donnait la parole et en fait il y avait vraiment l'enquête montrait vraiment par des faits qu'en fait ils manipulaient en tout cas l'opinion, en tout cas qu'ils incitaient les gens à vouloir voter pour un parti en particulier. On se dit, quand on écoute Europe 1, qu'on n'a pas ce recul, on se rend même pas compte. Et en fait, c'est important d'avoir ce recul-là. Mais j'allais dire, c'est pour ça qu'on est là aussi, tu vois. Les 12 millions qui votent extrême droite, c'est des gens, en fait, qui se renseignent que par ce genre de médias. Et oui, ce que tu disais, c'est Le Monde, je crois, qui avait fait l'enquête. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que, déjà, t'invites que des gens d'extrême droite, mais du coup,
Enfin, tu vois, tu peux pas mettre une autre personne pour voir si elle va dire des trucs plus intéressants ou pas désolé. Dans la discussion, quoi. Enfin, tu peux pas mettre de contradiction. Et en plus, les chroniqueurs, les journalistes, ils se foutent de la gueule des gens d'autres parties, tu vois. dessus, ouais. Mais c'est chaud quand même. Enfin, dès qu'il y a quelqu'un qui a un contradicteur, il se fait taper dessus et on voyait les forces de pouvoir dans l'enquête, elle est incroyable pour le Mais ouais, tu vois, c'est flippant. Enfin, c'est pas logique que les médias on arrive là et que ce soit pas puni. Bah moi ça me rend fou. C'est pour ça que en réalité, l'Arcom, je suis désolé, mais ils font pas leur boulot. Ils font un semblant de travail, mais quand tu mets des amendes de millions à des milliardaires, bah, ils s'en foutent en fait. Limite, c'est dans leur budget vu qu'ils se font grave du blé tous les ans, bah, ils sont en mode je vais garder ce petit blé pour aller continuer à endoctriner la population, quoi. Voilà, ils essayent d'empêcher C8 de d'émettre bientôt, mais est-ce que ça va? Ouais, en direct. Non, tout court. Ah, tout court. Renouveler. Okay. En fait, ils veulent les empêcher de renouveler leur fréquence l'année prochaine parce qu'il y a eu tellement de sanctions. Mais ils sont en train de faire appel, donc on verra. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont envie justement de bien s'informer? Comment on choisit un média? Comment tu t'informes, toi? Bon, déjà, en prenant conscience qu'il y a une manipulation et il y a que c'est des partis en fait qui parlent. Tu vois, c'est de la pub en fait, et qu'il y a aucune. Franchement, faut partir du principe, faut remettre en question le système et le gouvernement et les chaînes en fait, et dire que tout ce qui est là n'est pas acquis, n'est pas vrai, tu vois. Comme ça, déjà, quand tu remets en question, tu te poses tout le temps les questions de est-ce que c'est vrai ça? Et juste déjà, tu te poses cette question de est-ce que c'est vrai pour aller voir d'autres médias, pour comprendre les choses, etc. Moi, j'ai choisi le reportage de terrain parce que c'est des faits. Je rencontre des gens, je vois les souffrances, je comprends l'impact. J'essaie d'aller parler à l'autre camp, même si à chaque fois on m'envoie chier parce qu'ils veulent pas. Mais en fait, à chaque fois comme ça, je vais rencontrer les gens, j'essaie de vivre ça. C'est mon travail maintenant. J'en ai fait ma passion et tout, mais c'est mon travail. Et avant, j'étais au chômage quand j'ai créé Umeco. Le problème, c'est que ces gens-là, bah, ils ont des enfants, ils doivent travailler et tout, donc ils peuvent pas faire ça. Donc juste peut-être d'avoir un média dans chaque partie. Ça peut être bien, tu vois. Si tu veux prendre du C8, ok, mais par contre, va voir l'info aussi sur Blast, tu vois. Va voir l'info sur d'autres. Recouper les infos, d'aller voir d'autres médias, d'autres sources pour voir, ok, si je fais un middle entre ce que dit C8, entre ce que dit Luma, entre ce que dit Machin, entre ce que dit Blast, au final, qu'est-ce qui reste comme info au milieu? Ben, je me place un peu. La vérité, elle est peut-être au milieu de tout le monde, quoi. Oui. Mais en tout cas, pas prendre comme acquis, une info qui sort d'un média, ça, c'est quand même flippant. Et aussi, on parlait de la télé, mais il y a aussi tout ce qui est un phénomène de fake news maintenant avec le digital. Moi, j'ai commencé à un peu bosser là-dessus, à réfléchir autour de tout ça, et c'est super flippant parce que maintenant les jeunes surtout se tournent vers les médias digitaux, mais en fait, il y a aussi de la fausse information, de la désinformation dans le digital. Est-ce que vous, avec Blast, vous rencontrez parfois ça ou... Alors Blast, non, je crois pas. Enfin, sûrement, je pense en réalité, mais là comme ça, j'ai pas trop à faire dessus. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai déjà vu des trucs sur TikTok ou quoi, où Trump, là, il revient. Et en fait, il y a une vidéo qui est ressortie où il parlait de la Palestine avec Netanyahou, où il a dit je sais plus ce qu'il a dit, mais en gros, il disait j'ai mal aux victimes palestiniennes, etc. Où tu vois Netanyahou, il est décomposé. Mais ça, c'est un truc qui datait de 2017. Et en fait, c'est ce truc il ressort et d'un coup, c'est un peu en mode mais en fait, il est pour la Palestine, tu vois. Et en fait, ça fait que ça peut lui ramener des voix, etc. Et c'est un peu un truc où il y a plus de dates dans les publications, t'as plus beaucoup d'informations, et donc du coup, tu peux te resservir d'anciennes images ou autre pour justement le placer au bon moment et que ça fasse un gros buzz, etc. et que ça fasse une grosse promo, tu vois. Bon là, c'est plus politique, mais ça reste une fake news dans le sens où ils font croire que il vient de dire ça, etc. Ouais, après, bah oui, des fake news. Moi, ce que je peux dire aux gens, sinon, pour contrer ça, c'est surtout aller voir le reportage de terrain. Parce que c'est plus dur de mentir avec des faits qui sont filmés, à part de les cacher. Ça, il y a le montage quand même. Il y a le montage, mais ou alors les directs. Les directs, c'est pas mal. Après, les plateaux, c'est vrai que... Mais il y a quand même des bons journalistes, rassure-moi. Oui. Bien sûr. En fait, pour moi, un bon journaliste, maintenant, c'est quelqu'un qui va vraiment aller approfondir le sujet. Juste dire des faits pour dire des faits, bah, je le vois malheureusement pas comme du vrai journalisme. Enfin, parce que pour moi, le journalisme, c'est ce sens, tu vois, ce changement. Si tu veux faire évoluer la société, il faut que tu dises tout. Parce que s'il y a un truc qui va pas dans tout ce que tu vas, dans le script que tu vas dire, bah, si tu le prends pas du doigt, il pourra pas être changé.
Tu peux apporter après des solutions ou pas, tu vois. Le mieux, c'est d'en apporter. Mais si tu le fais pas, c'est mort. Alors que si tu dis, j'en sais rien, moi, franchement, là, j'ai pas d'idée, mais si tu dis juste un titre, comme on peut voir, et j'en ai déjà vu un peu en ligne, etc., même des gros journalistes connus et tout, tu vois, mais qui font quand même de base du bon boulot, mais en fait, ça a pas trop de sens, quoi. Ça a pas de... Après, c'est le problème, je pense qu'avec le digital, il y a un truc d'algo qui fait que l'algorithme, en fait, il fait que t'es obligé de faire comme des titres qui sont toujours un peu putaclic pour que les gens viennent te voir, viennent cliquer. Enfin, on est tous un minimum obligé de faire ça, parce que si on fait un titre de 15 km, ça va faire chier tout le monde. Donc on est quand même obligé de s'y soumettre un peu, parce que si on a envie que notre média il fonctionne, bah on a envie, il faut qu'il y ait des vues. Enfin, c'est un peu c'est pareil en télé, c'est l'audience. Enfin, c'est toujours pareil. Et il y a aussi et donc il y a ce côté-là, et il y a le côté aussi la longueur des formats. Voilà, moi c'est pour ça que j'adore le podcast, parce que tu peux un peu te poser, approfondir, connaître mieux la personne et pas réduire la pensée de quelqu'un en 30 secondes. Mais il y a aussi ce côté-là où en fait quand tu t'informes avec un réel, en fait, tu peux pas non plus connaître à fond ton sujet, et tu peux pas non plus connaître, tu vois, toutes les petites, les petits détails qui font qu'une info, elle est toujours un peu plus complexe que ça, en fait. Ça participe. Ouais, et bah ça, c'est un problème que j'ai avec Quimeco. Et heureusement, avec Blast, bah mes formats, ils font... ma moyenne de format, il est à 5 minutes. Ça va pas du tout avec un ça. Heureusement, je fais beaucoup de vues parce que c'est Blast, que ça reste un média et que c'est regardé. Genre je dois faire quasiment minimum 100 000, donc ce qui est énorme, je trouve, pour ma petite commune, tu vois. Donc du coup, je trouve, je préférais faire 100 000 au minimum et faire un format de 8 minutes qui explique un peu tout, même si c'est réduit en format Instagram, punchy et tout, que faire un format d'1 minute 30 et faire 1 million, dans le sens où si t'informes pas correctement, si j'informe pas correctement, il y a plus d'enjeu, c'est juste la fame, même si il y a un truc de, tu sais, genre c'est le serpent qui se mord la queue, parce que du coup t'as besoin de beaucoup de gens pour changer les choses, mais est-ce que du coup tu les changes si t'as beaucoup de gens et que tu le fais d'une mauvaise façon? Bah non, tu vois. Mais je sais, ouais, mais moi en fait Meta c'est horrible, mais je déteste cette plateforme. Je suis dessus, mais je la déteste. C'est un peu le cas pour tout le monde, hein. On est tous soumis à ça. Enfin, moi maintenant je suis entrepreneuse, donc j'ai mon podcast, mais j'aide aussi les gens à monter leur podcast et tout. Et pour me faire connaître, je suis obligée de poster. Mais je me dis en fait, je suis dépendante de si l'algo va décider de faire exploser ma vidéo et là j'aurai plein de clients. C'est même pas dépendant de la qualité de mon travail. Donc c'est ultra frustrant. Je peux être une super réale de podcast ou de vidéo si j'ai posté à la mauvaise heure, ou si en fait ce qui m'arrive souvent c'est que je poste, parfois il y a une coquille et je suis dégoûtée, donc je reposte. Alors là mon algo il est foutu, il y a personne qui voit mon réel, et je me dis mais c'est dégueulasse parce que j'ai mis 2 jours à faire cette vidéo et il y a personne qui la voit. Et donc il y a un côté, en fait ils ont un pouvoir qui est juste incroyable et qui est ultra frustrant quand t'es dans les médias, ou même quand tu te lances sur les réseaux, quoi. Ouais, et puis tu parles de ce pouvoir-là, je sais pas si tu sais, mais genre il suffit que ton contenu soit un peu politique et il le dégage. Il faut décocher un truc. C'est même pas moi je l'aurais fait dans l'autre sens. Si t'as pas envie d'être politisé parce que t'es comme ça, mais juste en fait tu coches la case. Non, c'est que tu dois la décocher pour avoir un truc, donc c'est ultra malsain. En fait ça en dit énormément de choses. Enfin ça en dit beaucoup sur la société. Après il y a une plateforme qui fait pas trop ça, c'est TikTok, logiquement. Elle propulse beaucoup plus ton algo, mais bon, et parfois tu fais pareil, du 500 vues, enfin tu vois, alors que t'as pour moi il y a un truc qui est pas logique, c'est que même si on est énormément ou quoi, si t'as une commune de 11 000, pour moi les 11 000 doivent pouvoir passer dessus ta vidéo, quoi. Enfin, c'est le but de... Ouais, c'est sûr que quand t'as une communauté et que t'as personne qui voit, c'est super frustrant. Tu te dis, mais qui est-ce qui a mis un filtre? Qu'est-ce qui m'a empêché de regarder ce que j'ai fait, quoi? Mais c'est ça. Et moi, j'ai plein de potes qui font des trucs, là. J'ai rencontré... j'ai retrouvé un pote hier à la manif, le fondateur de Vers le Média. Et il m'a parlé de son sujet. Il a fait, t'as vu nos vidéos et tout? J'étais en mode, pas du tout, quoi. Et pourtant, on est dans le même cercle, quoi. Oui, en plus, vous devez avoir vraiment le même algo. Mais oui. Ouais. Et pas du tout. Donc du coup j'ai pas vu ces vidéos et tout. Bon après je suis pas non plus je suis pas une personne qui va aller regarder tous les trucs sur Insta et tout, parce que j'en fais mon outil de travail, mais vu que je déteste en soi, mais en plus ça m'arrive parfois de juste avant dans le lit, avant de me coucher, regarder des vidéos, je suis en mode mais non, mais c'est quoi ça, parce que tu matrixé, mais bref, ouais. Donc du coup en fait tu vois pas tout l'algorithme, tu vois pas tous les trucs dont tu pourrais être intéressé, quoi. Et j'ai vu, change un peu de sujet, mais j'ai vu sur Instagram que tu avais mis que tu étais journaliste de rue. Ouais. C'est ça? Ça veut dire quoi? Journaliste de rue, c'est-à-dire que tout quasiment, à part sur un plus sur mes quoi, tous mes formats, c'est moi qui suis dans la rue, on va dire, et qui donne la parole à des gens qui souffrent. Okay.
Et en fait, le but, c'est d'être partout tout le temps pour reporter en fait l'information, quoi. Et c'est comme ça que j'ai créé Umeco. Parce que du coup, j'avais pas fini, mais en gros, une fois que je savais monter, que je connaissais les sujets, je me suis dit, bah là, mon coucou, tu vas prendre un petit micro et tu vas aller dans la rue rencontrer des assos, etc. Et ça, je l'ai fait depuis fin 2019. Et donc, du coup, dès le début, depuis 2019, j'étais que sur le terrain. Ok, tu t'es pas pris des vents parce qu'au début, c'est dur. Hein. Ouais, bah après, là où je me prends les vents, c'est quand je fais mes petits. Ouais, ça, quand je fais le con. Quand je suis un peu le con et tout. Mais après, c'était dans mon rôle, donc je m'en fous. Je suis en mode, limite, si on filme et je me prends un vent, ça peut être drôle de le mettre, tu vois. Donc, du coup, je suis en mode, d'accord, bon. Moi, j'ai commencé par ça quand j'étais journaliste et on envoie la petite journaliste toute jeune, allez, va faire des micro-trottoirs. Je me suis jamais pris autant de râteaux de toute ma vie, quoi. Bah, oui. Et en fait, c'est là où on teste ta motivation et toi, t'es là, tu fais froid et tout. Et tu te dis, ouais, c'est horrible comme métier. Bah, en fait, si tu le fais pour un média où tu dois être ultra sérieux, poser des questions, je pense que ça doit être ultra compliqué. Après, ça va, avec l'expérience, ça passe. Mais moi, je le fais en mode un peu comme Yoris à la rue, genre pas de limite, je m'en fous des gens, tu vois. Mais je les aime, hein, mais juste, avec toute bienveillance, je m'en fous. Genre, je peux faire une dinguerie avec la personne, tu vois. Et donc, du coup, je vais, si je me prends des vents ou quoi, je m'en fous. Enfin, comme je te dis, c'est dans mon rôle, donc. Mais ça, c'est l'avantage des réseaux du digital. C'est qu'en fait, c'est toi qui as ta ligne édito. Donc, tu peux choisir comment tu parles d'un sujet et t'es pas obligé d'être guindé avec ton micro comme moi, j'ai pu faire un micro-trottoir. Ouais. Mais il y a des astuces pour ça, hein. Ouais, moi, j'en ai plein d'astuces pour les micro-trottoirs. En fait, c'est juste, tu poses la question, tu tends le micro, il est filmé, et puis c'est fini, quoi, tu vois. Là, comme ça, ils s'en mettent comme ça, ils peuvent pas dire non, hein. Moi, j'avoue, je suis un très, très, très grand sourire et genre, je leur donne pitié qu'ils aient l'impression que je vais me faire virer s'ils répondent pas à ma question. S'il vous plaît, je vais me faire virer. Je suis désolée. En général, ça marche, hein. C'est vrai? La pitié, ouais. Non. La pitié pour les journalistes. Après aussi, est-ce que ça t'arrive, parce que moi j'ai bossé pour les médias tradis et parfois en fait quand t'as un micro et une caméra, je me prends des réflexions de les gens qui aiment pas les journalistes. Ça t'est déjà arrivé aussi? Bah non, enfin. Est-ce que toi t'es un média engagé? Ouais, déjà, je suis un média et justement je suis un journaliste de base de la rue, donc forcément ils m'ont tous un peu déjà vu. Ou si on m'a déjà fait une remarque ou deux, très vite, il y a d'autres personnes qui vont dire mais tu le laisses tranquille, c'est un bon reporter, enfin tu vois. Donc très vite ils disent tu peux lui faire confiance. Après je sais qu'il y a beaucoup de médias, du coup du genre CNews ou quoi, qui quand ils sont très vite repérés, mais quand ils sont en action sur les terrains. Ouais, genre soulèvement ou même manif ou quoi, ils enlèvent tout ce qui est micro, enfin ils ont une bonnette toute noire, il y a pas de marque, quoi. Ouais, mais en même temps quand tu fais un sale métier et que les gens sont conscients, forcément tu sais, c'est pas tout le temps la faute pour le coup, c'est pas tout le temps la faute du c'est pas la faute du journaliste en lui-même en plus, c'est surtout celui qui va en parler après dans le studio. C'est ça, parce que le journaliste en général c'est un jeune qui sort d'école, qui veut faire ses preuves, qui est en général plein d'idéaux dans la tête et qui a envie de changer le monde, et c'est pas lui qui est décisionnaire de ce qui va être fait, en tout cas de son reportage je suis entièrement d'accord. C'est vrai que c'est une bonne réflexion. Non, mais c'est vrai, parce que moi, tu vois, j'avais des bonnes intentions quand je voulais être journaliste. Non, mais. T'étais pour qui déjà, tu m'as dit? En fait, moi, je bossais en boîte de prod, et donc j'étais pigiste pour plein de boîtes de prod et du coup plein de chaînes. Mais toi, quand t'es sur le terrain, t'as des bonnes intentions, en fait. Mais c'est ton boss qui est là, on peut pas faire ça, ou alors qui va repasser derrière toi dans ton montage, et toi, t'es là, si j'ouvre ma bouche, je perds mon travail. Parce qu'en fait, c'est des métiers qui sont beaucoup sur le bouche à oreille. Tu sais, t'envoies pas un CV pour avoir un taf, c'est machin, t'as recommandé et tout. Mais si toi, tu dis, mais moi, je suis pas d'accord, c'est de la merde ce que tu fais, ou en fait, on va dire, ok, dégage. Ton contrat, c'est des DU, t'es payé à la journée, donc en fait, tu dégages en 3 secondes. Donc, en fait, après, il y a aussi un truc de, ok, genre, je suis motivée, je suis engagée, mais en même temps, il faut que je mange, il faut que je paye mon loyer. Et aussi, le journaliste, je pense qu'il a cette réalité-là, et malheureusement, parfois, tu te laisses un peu faire parce que tu as besoin de manger, quoi. Ouais, je suis d'accord. En tant que reporter terrain, j'ai eu... il y a 2 problématiques. Il y a celle côté manifestant très extrême où ils vont aller jeter des cocktails ou quoi, et eux, ils veulent pas trop être filmés. Ça m'est déjà arrivé une fois. Juste une. Je sais pas, comme c'est qu'une fois, je me dis, bon, c'est rien, tu vois. Je sais pas comment j'ai réagi. Le mec, il m'a poussé. Et j'étais à 2 doigts de lui coller un front alors que je suis dans le travail, tu vois. Bravo. Et en plus à côté, non mais attends, mais à un moment donné il y a un respect, tu vois. Et à côté on se faisait bombarder par des GM2L, des gendarmes, tu vois. Donc des trucs qui explosent où t'as des membres qui peuvent péter, tu vois, genre la main, le pied, etc. En fait, c'est risqué d'être journaliste. Ben oui, mais du coup je lui ai dit, mais déjà
Ça, j'étais hyper vénère. Je me dis, mais viens, on en parle après, mais ne me casse pas les couilles. On est en train de se faire bombarder, tu vois. C'est bizarre. Et si t'as pas envie d'être filmé, bah dans ce cas, fais des actions quand il y a pas de journalistes. Là, t'as des médias de partout. Donc forcément, tu seras dans le champ. On met une cagoule. Bah ouais, non, mais il était habillé et tout déjà en plus cagoulé. Donc en fait, On juste... le reconnaît pas. Bah logiquement non. Bon après il y a peut-être des éléments qui peuvent être repris par les forces de l'ordre. Mais dans tous les cas, t'as des drones. Enfin tu vois, ils ont tout les forces de l'ordre pour regarder. Donc t'as des hélicos. Les hélicos, ils peuvent. Je crois qu'ils peuvent regarder une plaque à je sais pas combien de kilomètres. Mais ouais, une plaque d'immatriculation. Enfin, bref. Et en fait, il y a eu ce problème-là. Et après, il y a aussi le problème, c'est aussi une minorité de policiers. Mais bon, je sais pas si c'est une minorité qui eux n'aiment pas forcément les reporters terrain, etc. Et qui vont être aussi ultra violents envers eux, tu vois. Moi, je me suis déjà fait agresser à plusieurs reprises. Ou même pousser, ou des trucs comme ça, tu vois. C'est ça que j'allais te demander parce que on te voit souvent quand même dans les manifs, sur le terrain, tu me dis t'es journaliste de rue, mais ça a l'air dangereux, en fait. Ouais, après, moi, je m'en fous, c'est ma passion, hein. Genre, avant de faire le média, je me suis dit, est-ce que je continue à vivre dans ce monde? Parce que, je suis plus ma vie n'est plus en adéquation. Ouais, avec ce que j'ai envie de faire. Donc, ça, limite, c'est plus, je souffre de choses, plus je suis heureux, tu vois, c'est trop bizarre. Parce que je sais que ça va apporter un poids dans la société. T'as déjà vraiment eu peur pour ta vie ou... Non, par contre, à un moment donné où j'étais pas mal sur les violences policières, et j'en avais aussi suivi, donc du coup, j'en ai beaucoup parlé, et maintenant, je suis un journaliste où, avant, j'encaissais sans rien dire, maintenant, rien du tout. Maintenant, c'est la guerre. Il y a une infraction envers moi, que tu sois flic ou manifestant, c'est foutu, quoi. Okay. Je t'en fais un truc, pour le coup, 1 minute 30, quoi. Là, je te fais une intro, je suis journaliste, je me suis fait agresser, bam, je la passe, tu vois. Avec la preuve. Bah ouais, parce que, en fait, j'en ai un peu marre de gens qui respectent pas la loi. S'il y a une loi et, moi, enfin, on présente le 4e pouvoir, tu vois, c'est aussi ça, le sens à notre métier, c'est que on apporte une information et une démocratie. Et là, le fait qu'on respecte pas ça, bah, en fait, on en perd la démocratie. Donc ouais, en plus, je suis ultra suivi par plein de médias qui me supportent. Il y a Reporters sans frontières à fond qui attendent limite que j'ai tu vois, non mais un problème, tu vois, parce que... Mais c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il y a des gens qui te protègent quand même derrière. C'est parce que quand on part comme ça, tu pars pas non plus tête brûlée sans avoir des gens qui peuvent t'aider ou... Parce que t'es quand même suivi par un média et tout, t'as quand même des gens derrière qui peuvent t'aider s'il y a un problème ou... Alors oui, ouais. Mais pendant 3 ans, non. Ouais. J'ai été seul. Et pendant 3 ans, j'ai rien dit pour le coup. Mais là, c'est maintenant, je suis un peu dans une guerre et tant pis, je suis journaliste engagé ou pas. Mais tu sais, quand le manifestant, il m'a fait ça là, au soulèvement de la terre à la 69, tu vois, là j'en parle. Hein. Beaucoup de gens m'ont dit oui, mais est-ce que ça représente pas tout le monde? Je m'en fous. Enfin, genre juste, je parle autant des manifestants que la réalité. Ouais, que des flics, tu vois. Ce gars, il applique pas la démocratie en elle-même aussi, donc qu'il soit flic ou pas, ou manifestant ou pas. Donc du coup, T'as pas de filtre en fait. Non, je suis là pour faire mon métier. Après, j'ai mon engagement dans les sujets que je fais, dans le sens, parce que quand tu es un journaliste et que tu veux faire évoluer la société, bah forcément, t'es confronté à critiquer des instances qui, déjà juste dans le journalisme, donc les milliardaires qui ont les médias, mais même dans tout ce qui est commercial, les grosses multinationales, les lobbies, enfin tu vois, l'agriculture aussi. Donc forcément, tu pointes du doigt un problème. Donc t'es pas neutre. Oui, alors c'est ça. Ma grande question que j'ai appris quand j'ai commencé le journalisme, parce que souvent on dit que les journalistes sont pas neutres. Mais est-ce qu'on peut, sans être engagé forcément, mais est-ce qu'un journaliste de base peut être neutre? Qu'est-ce que t'en penses? Non. Enfin, oui, mais du coup, c'est pas du journalisme. Parce que moi, ce que j'ai appris aussi et qui m'a fait réfléchir, c'est qu'au final, les gens, parfois, ils ont l'impression d'écouter tu vois, quand ils écoutent BFM ou France Télé, ils vont dire c'est neutre. En fait, moi, ce qu'on m'a appris, c'est aussi, à partir du moment où c'est un humain qui parle, chaque mot que tu vas utiliser, en fait, et que tu vas choisir à la place d'un autre, va avoir même une mini influence sur ton idée ou sur ce que tu penses. Donc, en fait, je pense que de toute façon, de base, tu peux jamais être 100% neutre. Enfin, dès que tu choisis un mot, t'es humain, t'es pas une IA. Donc, en fait, ça va forcément tout le temps influer un peu sur l'info que tu vas donner. Donc, je sais pas si ça existe vraiment, en fait. Moi, pour ma part, j'essaie de l'être en parlant comme je viens de parler. C'est-à-dire que s'il y a un côté qui me fait chier, il y a un côté qui me fait chier, il y a l'autre côté aussi. Tu vois. Pour toi, être neutre, c'est être transparent, en fait. Ouais, de ouf. Je pense que c'est ce qui t'associe le plus à la neutralité. Après, je le suis pas. Mais j'en suis conscient et je l'ai pas envie parce que toute ma vie, mon changement, ma personnalité d'aujourd'hui, elle s'est faite par le fait que les médias avaient un problème justement peut-être d'être neutre et de rien dire en fait. Mais du coup, un journaliste peut pas être neutre, mais est-ce qu'il peut être objectif? Par contre, il peut être objectif, ouais, bah oui. Mais ça, pour moi, c'est tout ce que je viens de dire. Enfin, tu l'es par comment tu traites l'information, puis sans qu'il y ait personne au-dessus pour te dire bah non, bah ça.
En fait, qu'on puisse améliorer ton journalisme, ta façon de faire et tout, que t'aies un supérieur qui te fasse ça, trop bien. C'est ce que fait ma rédac chef à Blas, par exemple. Parfois, qui peut rarement d'ailleurs, c'est ça qui est ouf, parce que du coup, j'estime être assez objectif, mais parfois qui me dit, ah bah peut-être que tu peux l'associer à ça. C'est très rare qu'il me dise ça, mais je trouve ça positif. Mais peut-être tu peux l'associer à ça. C'est pas en mode, non, tu m'enlèves ça et tu vas parler de ça. Oui, moi, Enfin non, ça. mais non, mais tu vois, c'est pas... Et pourquoi en fait? Si t'as envie de parler d'un sujet, pourquoi tu peux pas en parler d'une façon... Ouais, et puis en fait, je pense qu'un journaliste a senti... Maintenant, en plus, comme on est très lié au digital, aux réseaux sociaux, tes sujets seront différents des sujets de quelqu'un d'autre, tes reportages. Parce qu'en fait, il y a ta patte et aussi t'es auteur. Enfin, moi, j'étais auteur quand j'étais journaliste, mais j'étais auteur que dalle en fait. Parce que, enfin... Moi, j'avais envie de raconter une histoire parce que je l'avais vécue. Et il y avait quelqu'un au-dessus qui me disait, non, en fait, tu l'as pas vécu comme ça, tu l'as vécu comme ça. Ouais. Et donc, du coup, t'es là, pas du tout. Moi, j'ai passé des semaines avec des gens, enfin, tu vois. Et par exemple, un des derniers reportages que j'ai fait, avant de tout péter, comme toi, je faisais un reportage sur le handicap. Et en fait, j'ai passé 10 jours dans un séjour adapté avec des personnes en situation de handicap. Et là, en fait, ce qui m'a vraiment choquée, c'était ma prod. En fait, qui me parlait comme si, c'est de l'argent, forcément, ça coûte de l'argent, mais qui me parlait en mode, ok, t'as tourné aujourd'hui? Bah non, parce qu'en fait, ils voulaient pas tourner. Et ils me disaient, ah ouais, mais c'est pas possible, en fait, tu peux pas revenir sans rien. Et t'es là, mais les gars, en fait, c'est des personnes en situation de handicap, tu veux que je les fouette, en fait, pour tourner? Enfin, ils veulent pas tourner, on tourne pas, vous faites un reportage social, c'est comme ça. C'est la différence entre moi qui étais journaliste et qui était à fond, avoir envie de les aider, d'avoir envie de faire un reportage super, tu vois, et à côté, il y a des gens sans cœur, tu vois. Ouais. T'as une pression en plus. Ouais, et c'est la précarité journalistique encore. Hein. C'est ça, et tu dis, en fait, je faisais le reportage de mes rêves parce que c'était cool, pour une fois, il y avait du sens sur ce que je faisais, j'ai fait des trucs qui avaient vraiment aucun sens, et j'étais ok, c'est trop bien, et en fait, derrière, il y avait des gens qui me parlaient que d'argent, et j'étais là, mais en fait, on peut pas tout le temps parler d'argent quand on veut informer et faire changer les choses. Évidemment qu'on ne peut pas faire un reportage qui coûte 10 millions, mais tu vois, une journée de tournage, elle est perdue, ça fait partie du métier. Et tu peux pas tout le temps calculer tout et penser qu'en termes d'argent, parce qu'en fait, sinon, tu vas faire de la mauvaise info. Moi, je peux obliger les gens à tourner, mais après, moi, j'ai honte de moi, je suis plus humaine, tu vois. Et du coup, il y a ce truc-là qui a commencé à me dire, ouais, t'es plus très heureuse de faire ton métier, parce qu'en fait, si t'écoutes ce qu'on te dit, tu vas faire du mal aux gens. T'es anti tout ce que tu veux faire, parce qu'en fait, tu fais un reportage sur le handicap, mais on te demande de pas être humaine, et c'est pas possible. Donc, et de bâcler. C'est de ça. faire rapidement. De bâcler et de dire ah bah oui, en fait, tu vas tourner toute seule, tu te démerdes, et puis tu tournes tous les jours, et puis je fais bah oui, bien sûr. Enfin... Il y a une charte qui est sortie des médias, d'ailleurs, Umeco, on est signataire aussi. C'est la charte d'un journaliste à la hauteur de l'urgence climatique. Je sais pas si tu l'as déjà vu, sinon je te conseille de la regarder. Et ils mettent tous ces points, justement. Okay. De comment tu traites une bonne information. Du coup, je conseille à tout le monde, tous les nouveaux journalistes qui veulent devenir ou quoi, d'aller regarder, parce que et elle pointe de la précarité énergétique. Putain, c'est un sujet que j'ai traité il y a pas longtemps. Elle pointe de la précarité journalistique, du fait qu'on est obligé de faire énormément d'informations en très peu de temps, switcher. Même moi, alors qu'on a un média qui comprend ces trucs-là, je le fais. Hein. C'est que là, je pars à Calais, là, hier, j'étais là. Enfin, tu vois, mais je le fais aussi par passion. Ça, c'est problématique, mais il faut que je fasse attention. Ouais. Et bref, et qui parle de comment aussi parler d'un sujet profond, de rien oublier, etc. Bref, il y a 14 points, je crois, donc là, je veux pas tous les dire, okay. mais c'est assez bien. Ça. Ouais, franchement, c'est assez cool comme. Parce que je pense qu'on ne dit pas souvent qu'en fait, il y a beaucoup de journalistes qui galèrent en fait à gagner leur vie. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans. Alors, j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai fait des études de lettres, mais tous les gens autour de moi avaient fait des écoles de journalisme qui coûtent une blinde en plus, qui sont difficiles à intégrer. Et je pense que 80% des gens que j'ai rencontrés, ils ont tous arrêté. Parce que déjà, ils ont été dégoûtés du métier comme moi. Et on gagne pas notre vie. En fait, les gens, quand on les croise, ils me disent « Mais t'es journaliste, mais t'as la belle vie. » Et en fait, non, c'est super précaire comme métier, c'est très dur et on doit beaucoup bosser. Parfois, je faisais 2 reportages en même temps parce qu'en fait, je gagnais pas ma vie. Et du coup, c'est ultra frustrant parce que t'es passionné, mais en même temps, c'est une galère, quoi. Et les gens le savent pas, en fait. En fait, il y a pas beaucoup d'argent dans le journalisme, finalement. Et ce qui est dommage parce que, comme je t'ai dit, pour être un 4e pouvoir, il faut avoir autant d'argent limite que les autres. Et oui, et comme tu dis, on est peu de journalistes, donc il y en a plein déjà en pige qui sautent parce que c'est trop dur, quoi. Enfin, la pige, c'est ultra précaire. Moi, ce qu'on me disait souvent, c'est en fait, si tu veux pas le faire, il y a 10 personnes derrière toi. C'est comme dans le film Le Diable s'habille bien Prada. Exactement. En fait, si tu veux pas le faire, il y a 10 personnes derrière qui voudront te payer moins cher que toi. Ouais. Et t'es pas du tout indispensable. Ouais, il y a ça, il y a cette chose-là, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de journalistes qui essaient. Mais tu dis 80, je connaissais pas, tu vois, le chiffre, mais c'est énorme. 80%. Enfin, j'ai dit ça c'est pas un chiffre sourcé, c'est dans ma tête. Gens, mais il y en a beaucoup, quoi. Les gens de mon entourage que j'ai rencontrés au début qui ont arrêté, je pense que c'est énorme. Le pourcentage est énorme. Tu vois.
Et après, t'as ce truc de vraiment, il faut donc très peu de journalistes et on te demande beaucoup. En fait, donc tu fais des semaines à 50, 60 heures, je sais rien, là je dis une connerie, hein, mais où en fait, faut que tu fasses plein de sujets en même temps parce que c'est ce qu'ils demandent en fait. Tu vois, on n'est pas dans un truc de ok, bon, on peut se dire que là on a 3 personnes dans le média, on va faire 3 sujets par semaine, ce qui est déjà pas mal. Déjà un sujet par semaine, je trouve que c'est beaucoup. En fait, c'est là où il y a la vraie information, elle se rapporte par le temps, par le et tu dois être super la lenteur. précis sur tout ce que tu dis, c'est Et oui. dur. Ouais. Et tu vois, quand je te dis je vais sur le terrain, c'est pas que ça. En plus, je vais pas assez dans la profondeur quand je dis ça. Quand je te dis je vais sur le terrain et je raconte une vraie info, pas du tout. Là, j'étais avec la FNSEA récemment et c'est ultra touchant et je leur donne grave une parole, tu vois. Alors que derrière la FNSEA, le président, il fait partie du président du groupe Avril. En fait, pour pouvoir faire du journalisme, en tous les cas, il faut connaître le sujet limite à 100%. Mais c'est dur. Ou au moins à 80, même si tu oublies un petit truc, au moins d'avoir ce truc de qu'est-ce qu'ils en pensent de l'autre côté, genre que pensent les autres syndicats, ouais, exact. Parce que en fait sinon tu vois, même très vite je peux donner une voix à une agriculture qui est pas forcément bonne et donc du coup tu vois, parce que ce sont des humains et ils en souffrent. Ça c'est beau aussi, tu vois. Mais il faut bien pointer du doigt que leur système syndical est pas bon et en plus il est managé t'as capté pas quelqu'un du groupe Avril, tu vois. Et alors, dernière question, j'ai 2 petites questions, mais dernière grosse question. Tu vois, en ce moment, on parle beaucoup, par exemple, de l'ESJ Paris, qui va être racheté par des milliardaires, Bolloré, Dassault, etc. Et donc, moi, ça me pose la question, entre tout ça, est-ce que nous, on dit du journalisme, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui nous écoute, et en fait, qui a envie de devenir journaliste? C'est quoi ton conseil? De se renseigner sur son école, déjà, pourquoi pas. De comprendre la problématique qu'il y a entre les médias qui sont rachetés ou pas, peut-être d'aller le mieux, mais c'est hyper compliqué, tout le monde veut y aller, mais c'est d'aller bosser pour des médias indépendants. Peut-être de créer du contenu déjà tout seul, non? Ouais, c'est ce que j'ai fait en soi. On parlait de com et tout ça, en fait, c'est ultra important. Faut se vendre, faut faire ton CV en fait. Donc tu crées une page Instagram. Au début, tu seras pas beaucoup vu. Donc, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller voir des assos, des structures qui, elles, ont un peu plus de contenu pour faire des co-posts, tu vois, pour se montrer, pour faire des choses comme ça. C'est ultra important parce que tu vas toucher aussi, du coup, l'autre. Surtout si ça a un fond ça avance assez vite quand ça a un fond et des valeurs derrière, quand même. D'y mettre ses émotions s'il a envie, mais de se faire un CV, c'est obligatoire. Surtout dans un monde où il y a énormément de journalistes qui essaient d'en devenir. Je pense que maintenant, même le personal branding, t'es un peu obligé en fait avec les réseaux. Parce que disait mon invité de Caroline Mignot de l'épisode différent, elle disait en fait maintenant, les likes sont vachement importants quand t'es journaliste. Et du coup, peut-être lancer son propre média et après aller toquer au rédac. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a tellement de gens en fait, qui ont envie d'être journaliste maintenant. Ouais, c'est une bonne idée. Et encore mieux, c'est que moi, j'ai pas toqué, ils sont venus me chercher. Et j'ai négocié mon contrat et tout. Et en plus, j'ai fait ça pendant 3 ans avant, 2 ans. En 2 ans et 2 ans et demi, Blas est venu. Parce que Meko a 1 an de plus que Blas. Sauf que Meko, ça a été créé par un petit gars pas connu. Alors Blas, tu vois, c'est des gros journalistes qui l'ont créé, donc forcément. Et donc, du coup, j'étais même pas devant la cam, tu vois. Donc, j'ai juste fait des publications où, un peu les anciennes vidéos brutes, ou encore où on suit des gens, ou comme ça, avec des textes qui arrivent et quoi, mais je m'étais jamais devant. Et après j'ai capté que pour être sur Insta et tout et pour aussi à un moment donné parce qu'il y a plein de choses qui viennent en compte, il y a le côté comment t'appelles ça, c'est un peu de l'ego, mais c'est pas l'ego, c'est la reconnaissance. C'est que tu travailles tellement en arrière-plan, etc. Et en réalité j'ai sacrifié ma vie pendant 3 ans et je le fais encore là, ça fait 5 ans et je fais que de travailler et ce que j'en gagne par rapport à l'investissement, il est très petit, tu vois. Donc, il y a des choses qui permettent de combler cette reconnaissance parce que c'est humain. Genre, moi, dans l'asso, je vois qu'il y a plein de gens qui sont bénévoles, ils ont un besoin de reconnaissance aussi, tu vois. Oui, puis peut-être que quand tu montes ta tête, c'est quand même aussi plus facile après d'aller chercher des reportages. Moi, je sais que plus je vais me montrer, plus après je vais dire ok, j'ai déjà fait ça, il y a ma tête dessus, peut-être que je vais avoir des invités qui vont me dire oui pour mon podcast. En fait, c'est un peu, c'est toujours le game, la même chose. Ouais, carrément. C'est un CV, on en parlait, c'est ta carte d'identité, quoi. C'est ça. Ouais. Trop cool. En tout cas, c'était trop intéressant. Dernière question. Dans Je te le dis en off, on décrypte les coulisses des médias et des créateurs de contenu.
qui est-ce que tu aimerais avoir à ce micro? T'aimerais découvrir un peu les coulisses de qui, de quel journaliste ou de quel créateur de contenu? Alors... On a 4 heures. Ok, bon, ça va, j'ai le temps. Moi, Hugo Décrypte, un petit peu. Ok. C'est bien. Ok, bah je vais essayer. Hein. J'aimerais bien. Ok. J'aimerais bien. Pourquoi? Est-ce que j'aimerais qu'il aille un peu plus dans le fond des sujets par moment. Okay. Mais il le fait par ses vidéos YouTube. Mais tu vois, Hugo est très neutre. Et j'aimerais qu'il... pas qu'il switch, mais au moins qu'il puisse en parler un peu. Ok. Ouais. Mais c'est pas une critique, hein. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Moi, j'aime beaucoup parce que tu vois, je donne des cours en école de com. Et en fait, je vois que tous mes élèves, ils s'informent que par Hugo. Et du coup, je suis quand même assez rassurée parce que c'est quand même un super média et les infos sont quand même sourcées, c'est super. Et je me dis, ok, si déjà ils peuvent s'informer grâce à ça, et en fait, ils s'informent vraiment tous avec lui, ils connaissent, enfin, ils regardent pas la télé. Et je me dis, ok, ben moi, ça me rassure de savoir que, en tout cas, leur info, elle vient de là, au moins. Après, il y a plein d'autres sources d'infos, mais je trouve ça quand même rassurant. Oui, non, mais c'est pour ça que il y a énormément de pouvoir d'influence et enfin tu vois, être journaliste et avoir un média c'est une façon de changer les choses. Donc faut pas rigoler avec ça quoi. Et même si tu crées des problématiques ou autres ou on te pointe du doigt ou autre, bah c'est sûr tu subis plein de choses et c'est pas facile, mais en même temps il faut se placer. Je pense qu'il faut pas oublier des informations, tu vois. Enfin, c'est important de vraiment pas juste rester sur, comme je t'ai dit, des titres ou autres. Et aller dans le fond des choses. Ouais, enfin vraiment faire comprendre pourquoi il y a un problème, quoi. Ok, bah voilà. Bien. Est-ce que t'as un dernier mot, t'as envie de dire un dernier mot après tout ce que tu nous as dit? Là, je sais pas. Non. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de suivre tes reportages? Ouais. Alors moi, je suis beaucoup donc un journaliste des réseaux. Bon, parfois, vous pouvez me voir. Après, c'est pas tout le temps, mais sur YouTube de Best. Sinon, du coup, moi, c'est surtout sur Instagram. Donc, c'est REXACH, mon nom ultra compliqué. Comment on le prononce? Rexac. Donc, José, donc JOSE. Il y a Humeco, HUMECO, sur les réseaux aussi, sur Insta. Et tu parles de quoi? Sur Humeco? Ouais. Je parle en gros, c'est-à-dire humain, écologie. C'est un mot qui est accroché avec une terre à la fin. Et en gros, de tout ce qui est social, écologique, animal. J'essaie de ramener un côté chill, drôle, léger. Je casse le code du journalisme. Et voilà, on fait des émissions parfois sur YouTube. Bon, le problème du Humeco, c'est comme moi, je suis le président et parfois je fais du contenu. Et à côté de ça, je suis reporter pour Blast. T'imagines bien que je me mets des bâtons dans les roues. Je suis de partout. Et donc, du coup, on le fait quand j'ai le temps, quoi. Mais c'est assez cool. Et ton prochain reportage? Là, je pars à Calais demain. Et là, à 14h30, j'ai un rendez-vous avec la LDH de Calais qui est venue à Paris pour parler des violences policières faites aux exilés. Ok, un beau programme alors. Ouais, là, je fais des traversées. Je vais quasiment faire une traversée dans 2 jours. De la Manche. Ah. Ouais. Ok, bon, on a hâte de suivre ça alors. Ouais. Si je peux la faire, ouais. Ok, trop bien. Voilà. Écoute, merci de nous avoir accordé du temps, c'était très cool. N'hésitez pas à commenter, à aller te suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre un commentaire, à le partager à tes amis et à me donner de la force. Je te le dis en off, reviens un lundi soir sur 2 à 18h, alors à très vite pour l'épisode 3.